Voilà ce qui a été autrefois un foyer. C'est maintenant une maison abandonnée, avec tout ce qu'elle contient. Les gens qui ont vécu ici n'ont pas été victimes de la peste, de la guerre ou de la famine. Ils ont été forcés de s'enfuir à cause du plus grave accident nucléaire de l'histoire, à Tchernobyl, en Ukraine. Le 28 avril 1986, la population soviétique apprend qu'un accident a eu lieu à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Le communiqué fait état d'un réacteur endommagé et annonce que des mesures ont été prises pour éliminer les conséquences de l'accident. Mais la réalité est autrement plus grave et risque de tourner au cauchemar nucléaire. Un réacteur hors de contrôle, au bord de la fusion. Voilà tout ce qui reste du réacteur numéro 4 de Tchernobyl après son démantèlement par une série d'explosions massives le 26 avril. Tandis que l'hélicoptère survole les ruines qui se consument, le cadreur filme véritablement l'enfer. Right, hold it at that. Hold it where the smoke is. Hold it there. En dessous gisent les restes du noyau de graphite surchauffé du réacteur qui scintille encore d'un rouge maléfique. Comment le désastre de Tchernobyl est-il arrivé? Et quelles en sont les conséquences aujourd'hui? Ce n'est pas la première fois que le monde se trouve face à un désastre nucléaire majeur. En mars 1979, un accident sérieux survient à la centrale de 3 Mile Island, en Pennsylvanie. 3 Mile Island est une centrale qui appartient à la Metropolitan Edison Company. Des défaillances dans les systèmes, conjuguées à l'erreur humaine, entraînent la formation d'une énorme bulle d'hydrogène dans la partie supérieure du réceptacle du réacteur numéro 3. Elle menace d'exploser en relâchant des quantités massives de matériaux radioactifs dans l'atmosphère. Alors que les scientifiques s'efforcent de réduire la taille de la bulle, le gouvernement américain cherche à rassurer la population en lui annonçant que les dangers de radiation autour de 3 Mile Island sont faibles, voire nuls. La population locale n'est pas rassurée. En l'espace de 48 heures, presque la moitié des 200 000 personnes qui habitent à moins de 35 km de la centrale ont quitté leur maison. Les habitants refusent de croire à un accident mineur. Le gouverneur de Pennsylvanie ordonne l'évacuation de toutes les femmes enceintes et des enfants d'âge préscolaire dans un rayon de 8 km autour de la centrale. Il recommande également à tous ceux qui vivent dans un rayon de 16 km de 3 Mile Island de rester à l'intérieur de leur maison. Le 1er avril, le président Jimmy Carter et sa femme Rosalind visitent 3 Mile Island. Ils demandent à chacun de suivre les instructions calmement et sans poser de questions. La bulle est contenue, puis retirée. La crise est passée. La centrale est fermée et 40 millions de dollars sont dépensés pour nettoyer l'intense radioactivité qui s'est accumulée dans l'enceinte de confinement. Les ennemis de l'énergie nucléaire accusent Metropolitan Edison d'avoir mis le réacteur en route trop rapidement afin d'éviter le paiement d'une taxe importante. Les inspecteurs du gouvernement ont donné le feu vert à cette opération commerciale en dépit de nombreuses défaillances mécaniques qui avaient entraîné une série de fermetures temporaires. De fausses économies, un règlement laxiste et une erreur humaine ont emmené la centrale au bord du désastre. Les choses ne vont pas mieux en Union soviétique. Tous les rapports concernant les accidents nucléaires sérieux survenus à partir de 1957 ont été supprimés. Il règne un climat d'autosatisfaction et la puissance nucléaire soviétique représente un danger potentiel. Les réacteurs sont censés être sûrs. En réalité, ils ne font pas l'objet d'un entretien rigoureux, ce que la population soviétique ne sait pas. Leurs dirigeants politiques leur disent « Les centrales nucléaires sont comme des étoiles qui brillent toute la journée. Nous devons les semer dans tout le pays. » Mais ils sèment les graines de la destruction.
Tchernobyl est équipé de 4 réacteurs de 1000 MW, construits autour d'une cheminée centrale. C'est l'une des plus anciennes centrales nucléaires civiles d'Union soviétique. Située à une centaine de kilomètres au nord de Kiev, la capitale de l'Ukraine, elle emploie 5000 personnes. Des accidents ont déjà eu lieu avant la catastrophe de 1986. En septembre 1982, le personnel opérant commet une série d'erreurs entraînant la destruction de l'assemblage central de combustible dans le réacteur numéro 1. Des particules radioactives s'échappent, contaminant la ville voisine de Pripyat, où logent les employés. Lors d'un autre incident, une équipe qui effectue un travail de réparation est exposée à de sévères radiations alors qu'elle travaille sur ce que les ingénieurs de la centrale considèrent comme des irrégularités mineures. Profitant de la complaisance des autorités, les responsables de Tchernobyl prennent des risques inutiles. Un accident grave peut survenir à tout moment. Le réacteur numéro 4 de Tchernobyl démarre en 1983. Un disque de béton de 3,50 m sépare le noyau du réacteur de l'unité de ravitaillement, située au-dessus. La partie principale du noyau, appelée modérateur, est un grand bloc de graphite où des barres d'uranium sont insérées. La réaction chauffe des canalisations d'eau, produisant ainsi la vapeur qui alimente les turbines de la centrale et génère de l'électricité. Le vendredi 25 avril 1986, les techniciens qui opèrent sur le réacteur numéro 4 réduisent sa puissance afin de procéder à un test. Ils vont tenter de mesurer la quantité d'énergie résiduelle produite par la turbine et le générateur une fois le réacteur coupé. Mais le réacteur ne va pas être coupé, seulement isolé. Ce qui est coupé, c'est tout le système de sécurité d'urgence pour qu'il ne fasse pas avorter le test. La première étape consiste à couper la vapeur qui alimente la turbine. L'énergie résiduelle sera mesurée jusqu'à ce que la turbine s'arrête. Simultanément, la puissance du réacteur est réduite à moins de 10% de sa capacité. Ces systèmes de rafraîchissement du noyau, de régulation de puissance et d'arrêt automatique sont coupés. À ce stade, les techniciens travaillent à l'aveuglette. Rapidement, les ordinateurs indiquent que le réacteur est en surchauffe, mais les techniciens persévèrent. Pour accroître la puissance, les barres de contrôle sont retirées, provoquant l'élévation de la température dans le réacteur et la formation de gaz dangereux. En temps normal, le système d'urgence aurait coupé le réacteur, mais il a été déconnecté. Il sera bientôt trop tard pour faire marche arrière. Quand les opérateurs tentent de réinsérer les barres de contrôle, ils provoquent une énorme surtension. Des incendies se déclarent. La rencontre du combustible enflammé et de l'eau de refroidissement provoque 3 explosions massives qui éventrent le toit du réacteur. Une immense boule de feu éclate à travers le toit du bâtiment. Des débris incandescents de graphite et du combustible nucléaire tombent sur le toit goudronné de la salle des turbines, y mettant le feu. La salle de contrôle est heurtée par une onde de choc gigantesque, drainant avec elle un nuage blanc laiteux de poussière radioactive qui couvre tous ceux qui se trouvent là. Près de 50 tonnes de combustible nucléaire se répandent dans l'atmosphère. 70 tonnes de combustible supplémentaire et 700 tonnes de graphite radioactive sont dispersées autour de la centrale. Toutes les personnes se trouvant à proximité du site éprouvent la sensation très particulière de l'air massivement irradié, épais, et qui provoque dans la gorge un picotement sec. Le réacteur s'est maintenant transformé en un gigantesque volcan nucléaire. Les 3 autres réacteurs sont coupés alors que l'incendie continue à faire rage. Il va brûler pendant 8 jours. Aucune tentative n'est faite pour organiser l'évacuation immédiate de la population de Pripyat, où loge le personnel de Tchernobyl. 36 heures se passent avant que les 40 000 habitants soient transférés en cars. Pour minimiser la panique, il n'y a pas de point de raillement. En 2 heures et demie, Pripyat devient une ville fantôme.
des masques à gaz de la Seconde Guerre mondiale, des portraits de Lénine, des jouets dans une chambre d'enfant. Tout a été abandonné en un fouillis pathétique. L'effet multiplicateur de l'explosion se répand maintenant au loin. La campagne qui entoure Pripyat, formée de petits villages et de fermes, est faiblement peuplée. Entre Pripyat et Tchernobyl se trouve le réservoir de Kiev, alimenté par la rivière Pripyat. Dans les heures qui suivent l'explosion, un nuage radioactif recouvre la campagne et contamine le réservoir qui fournit de l'eau aux 2,5 millions d'habitants de Kiev. Dans le monde entier, les radioamateurs reçoivent des rapports alarmants sur la taille de l'explosion et le nombre de victimes. Les stations de surveillance suédoises sont les premières à détecter des niveaux excessivement élevés de xénon et de krypton. Les Suédois prennent leurs propres mesures. Ils réclament aussi que les Soviétiques se conforment aux règlements internationaux et s'expliquent sur les événements de Tchernobyl. L'ambassadeur soviétique à Londres a du mal à minimiser l'accident. De nouveaux rapports indiquent que plusieurs milliers de personnes ont été tuées. Ce n'est pas vrai. Le jour de l'explosion, les émanations de radiation lourde se sont propagées à l'ouest et ont recouvert une grande partie de la Pologne. 3 jours après l'explosion, les retombées se sont répandues à travers une bonne partie de l'Union soviétique occidentale et menacent l'Europe de l'Ouest. Le lendemain, la Scandinavie et l'Allemagne sont touchées et en moins de 8 jours, le nuage recouvre presque toute l'Europe. Le mercredi 30 avril, les gouvernements européens commencent à protéger la santé de leur population. La Suède interdit l'importation de viande fraîche, de poissons et de légumes provenant des pays du bloc soviétique. Des niveaux élevés de radioactivité sont relevés dans des endroits éloignés. À Ayrshire, en Écosse, une sirène d'alarme de la centrale nucléaire de Hunterstone se déclenche sous l'effet d'un niveau de radioactivité élevé. En Norvège et en Finlande, les retombées menacent l'avenir des troupeaux de rennes. En Pologne et dans la région de Kiev, on distribue de l'iode aux enfants et aux femmes enceintes afin de protéger leur thyroïde contre l'iode 131, un élément des retombées dont l'absorption rapide dans le corps est associée au cancer et aux maladies génétiques. À Tchernobyl, le niveau de radiation dans les bâtiments qui entourent le réacteur numéro 4 est trop élevé pour permettre à des hommes, même munis d'un équipement protecteur, d'entrer. Pour contrôler le feu, les pompiers commencent à jeter des sacs de sable mouillé, de plomb et de carbure de boron dans le trou béant du réacteur. Au cours de leur raid de largage, les pilotes d'hélicoptères doivent survoler le réacteur jusqu'à 4 minutes et absorbent ainsi des doses massives de radiation. Beaucoup d'entre eux tombent malades à la suite de ces vols. Mais l'opération continue. À ce stade, il n'y a pas d'alternative. De l'équipement et des matériaux de construction sont précipitamment acheminés dans la zone du désastre. Des unités de l'armée rouge, spécialisées dans la guerre chimique, viennent en renfort.
Ces hommes sont chargés d'effectuer un confinement improvisé sur le site, un exercice dangereux. Parmi les 10 000 travailleurs concernés, très peu soupçonnent véritablement les risques qu'ils encourent. Beaucoup d'entre eux sont des volontaires. Les équipes de nettoyage larguées sur les toits des réacteurs encore existants peuvent travailler seulement par courte période. Passer plus de temps dans cet environnement empoisonné mènerait à une mort certaine. L'horloge, à gauche de l'écran, égrène les secondes que les équipes d'urgence peuvent endurer avant d'être évacuées. Le public russe regarde ces images hors du commun en direct. Ces efforts héroïques servent-ils un but bien précis? La question reste posée. Il est certain que des vies ont été sacrifiées inutilement dans la frénésie de la première phase du confinement et de l'opération de nettoyage. Pendant que des robots travaillent pour nettoyer les débris irradiés, la menace d'une autre explosion subsiste si le noyau du réacteur traverse le sol de béton et entre en contact avec l'eau qui se trouve dessous. Les ingénieurs se fraient un passage dans le bâtiment du réacteur avec un arc à soudure, puis remplissent une canalisation de nitrogène liquide afin de réduire la température sous le réacteur. Dans la soirée du 9 mai, une partie du graphite resté dans le réacteur brûle, formant une cavité sous les matériaux largués par les hélicoptères. Une masse irradiée de 5000 tonnes de sable, de glaise et de carbure de boron s'effondre, relâchant un immense nuage de poussière nucléaire qui s'étend sur la ville morte de Pripyat et sur la campagne environnante. Le risque de fusion persiste. Les soviétiques commencent à creuser un tunnel sous le réacteur. Les mineurs de Donbass travaillent dans des conditions épouvantables. Le nettoyage se poursuit. Les conducteurs absorbent d'énormes quantités de radiation émanant de leurs propres véhicules. Les mineurs qui creusent sous le réacteur travaillent 24 heures sur 24. À Pripyat, la contamination est lavée à grande eau. Des conducteurs de bulldozers, protégés par des boucliers de plomb, sont aux prises avec des milliers de tonnes de terre irradiée et de débris. L'explosion réclame maintenant ses premières victimes. Les traitements les plus avancés de la médecine se révèlent impuissants pour soulager ceux qui ont été le plus gravement irradiés. Pendant ce temps, de nombreux citoyens de Kiev préfèrent ne pas prendre de risques et quittent la ville. Ils sont 1 million à partir la semaine qui suit le désastre, prenant d'assaut les trains supplémentaires affrétés par les autorités, grimpant même sur les toits et les marchepieds. Au marché noir, les billets de train atteignent des prix exorbitants. Certains trouvent d'autres moyens de transport. On dit à ceux qui restent de garder leurs fenêtres fermées, de laver le sol régulièrement et de se laver les cheveux fréquemment pour éviter la contamination. Les écoles sont fermées et les élèves évacués. Le jour de la fermeture des écoles, le nuage radioactif revient à Kiev. Le niveau de radioactivité est 300 fois plus élevé que la norme fixée par l'Organisation mondiale de la santé. À Tchernobyl, les ingénieurs prévoient d'encastrer les débris du réacteur qui se consument toujours dans un colossal sarcophage de béton d'une hauteur de 20 étages.
Ce sarcophage recouvre la source du désastre, mais ne peut ni cacher ni prévenir les conséquences à long terme. La destruction du réacteur numéro 4 engendre une foule de réfugiés. Près de 40 000 personnes sont forcées de quitter leur maison à la suite de l'explosion de Tchernobyl. Ceux qui habitaient la zone des 30 km ne reviendront jamais. Pour les plus âgés, l'horloge s'est arrêtée le 26 avril 1986. Beaucoup sont restés. Ils ont vécu toute leur vie ici. Ils ne sont pas partis pendant la guerre. Ils ne partiront pas maintenant. « 3 millions d'enfants vivent maintenant dans une zone lourdement contaminée, de 165 000 km². Ils sont nombreux à souffrir de troubles de la santé. Mais le pire est peut-être encore à venir. La majeure partie du coût de la catastrophe de Tchernobyl, le relogement des réfugiés, la perte de la production agricole, la surveillance et le traitement médical dans les zones contaminées, est maintenant supportée par les États nouvellement indépendants d'Ukraine et de Biélorussie. Mais leurs ressources sont limitées. Les sauveteurs sont à juste titre fiers des efforts qu'ils ont fournis à Tchernobyl. Mais les effets de cette terrible nuit d'avril 1986 se feront ressentir par des générations qui ne sont pas encore nées. Après le désastre, les autorités soviétiques ont rapidement fait retomber le blâme sur la direction de Tchernobyl. Plusieurs de ses membres ont d'ailleurs été condamnés aux travaux forcés. La région autour de Tchernobyl est maintenant un grand laboratoire, où les effets des radiations sur la flore et la faune sont étudiés dans les moindres détails. Mais les dirigeants de la centrale ne sont pas les seuls à figurer au banc des accusés. Indirectement, le fonctionnement de l'ancien système soviétique a sa part de responsabilité dans la catastrophe de Tchernobyl. Le culte du secret et la négligence ont fatalement contribué à abaisser les normes de sécurité d'une centrale que les experts occidentaux considéraient comme intrinsèquement peu sûre. Quand bien même, personne n'aurait pu prévoir qu'un test de routine serait conduit de la sorte. Même le système le plus sûr peut être sapé par l'erreur humaine. Aujourd'hui, la centrale de Tchernobyl produit toujours de l'électricité. Mais le sarcophage qui entoure les restes du réacteur numéro 4 a une espérance de vie de 25 ans seulement. Ce qu'il contient demeurera mortel pour 200 ans encore.